Bonjour. Voilà, je me suis proposé de traduire une vidéo d'une infirmière à New York dans un hôpital qui décrit ses expériences. C'est une vidéo qui dure 1h14, quelque chose comme ça. Et je me permets d'abord de faire la première partie de la vidéo. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais j'ai quand même essayé de revenir sur tout ce qu'elle raconte, sur toutes les informations vraiment importantes qu'elle décrit et ce qu'elle a vécu. Il s'agit de une jeune femme de 37 ans. Elle s'appelle Erin Mary Olszewski. Elle a travaillé pour l'armée américaine dès le plus jeune âge. Donc elle a fait son service militaire aux États-Unis et après elle a fait donc une formation d'infirmière, donc des études d'infirmière. Donc elle est infirmière diplômée et voilà. Au début de la vidéo, on voit un petit peu comment on réagit les médias, comment on agit les médias, comment ils ont parlé aux gens, un peu comme chez nous, c'est la panique. On dit qu'il n'y a pas assez de respirateurs artificiels, qu'il manque de matériel, qu'il manque de tout et que ça va provoquer énormément de morts, des dizaines de milliers de morts et que c'est vraiment la grande cata. Donc on sème la panique dans les médias. Ça, c'est un petit peu le début de la vidéo. Et alors, la question se pose pourquoi c'est justement New York et Elmhurst qui sont vraiment les deux endroits les plus touchés. Et on se pose la question pourquoi c'est comme ça. Et la question qui se pose aussi directement au début, c'est pourquoi les respirateurs artificiels sont si importants et pourquoi on les met tellement au centre d'intérêt en général et on met l'accent vraiment là-dessus. Et surtout qu'après, on s'est quand même rendu compte assez rapidement que 60 à 90% ou 60 à 90% des personnes qui ont été sous respirateur artificiel n'ont pas survécu. Voilà. Alors, cette infirmière, elle a en fait constaté assez rapidement que la clientèle de ces hôpitaux était en grande partie une clientèle de couleur, hispanique et aussi asiatique. Donc des gens aussi qui n'étaient pas forcément des personnes riches, donc d'un milieu défavorisé. Elle parle aussi des manques d'équipement, des équipements de protection qui n'étaient pas là. Que aussi le personnel était quand même exposé à des risques et elle trouvait ça assez interpellant, on va dire. Alors, après peu de temps, elle s'est rendue compte de certaines choses qu'elle ne comprenait pas et elle a décidé de filmer avec une caméra cachée et d'enregistrer aussi des conversations parce qu'elle trouvait vraiment que certaines choses étaient plus que bizarres et elle soupçonnait donc des fraudes, on va dire, ou en tout cas des irrégularités. La première chose qui était interpellante pour elle, c'était le fait que les patients testés étaient tous repris dans le domaine des Covid positifs, même s'ils étaient négatifs. Ça veut dire que, on testait les gens en général plusieurs fois, et même si ça restait négatif, s'il y avait des symptômes de respirateur, si les personnes avaient des symptômes qui correspondaient un petit peu, test positif ou négatif, ça ne jouait aucun rôle, on les mettait dans le... ils étaient tous considérés comme positifs au coronavirus. Voilà. Alors elle s'est aussi demandé pourquoi on ne favorisait pas des thérapies ou des médicaments qui avaient déjà montré du succès dans d'autres endroits. Si je me souviens bien, elle est
Elle vient de la Floride et elle était envoyée par une association pour venir en aide. Donc beaucoup de personnes ont atterri comme ça à New York pour venir en aide au personnel. Et plus tard dans la vidéo, elle explique que là où elle travaillait avant, dans l'hôpital où elle travaillait avant, on utilisait d'autres méthodes qui fonctionnaient bien. Et elle se demandait pourquoi on ne faisait pas pareil à New York, dans cet hôpital où elle travaillait maintenant. Alors, en récoltant les infos, elle essayait aussi d'envoyer des infos vers l'extérieur. Donc, elle parlait médias sociaux, style Facebook, Twitter et tout ça. Elle essayait quand même d'apporter ces informations vers les gens pour les rendre sensibles que quelque chose n'allait pas. Voilà, elle n'a pas de... Ça aussi, on le précise, elle est politiquement neutre. Elle n'appartient pas à un parti en particulier. Voilà, donc les tests négatifs sont comptés Covid confirmés. Et elle commence à poser des questions. Pendant le reportage, on voit qu'elle parle à des collègues. Et les collègues, il y a des collègues aussi qui disent que c'est quand même bizarre. Alors, le monsieur qui lui pose des questions, qui fait l'interview, lui demande comment sont les gens quand ils arrivent à l'hôpital, ils arrivent avec quels symptômes. Alors elle a dit, comme on a semé énormément la panique partout, il y a beaucoup de gens qui sont venus avec vraiment des anxiétés, enfin qui étaient très très anxieux, qui avaient très 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 peur. Et elle pense qu'il y a vraiment des gens qui avaient plutôt des, symptômes psychosomatiques. Style, voilà, grande anxiété, donc commençait à hyperventiler, avait vraiment énormément peur, et que ce stress-là les mettait dans des états où s'ils étaient un petit peu déjà stressés dès le départ, ça amplifiait vraiment tout ce qu'ils avaient. Donc s'ils avaient des défaillances de respiration, ça n'arrangeait pas vraiment l'affaire. Alors, elle trouvait qu'on utilisait surtout une tactique, toujours la même tactique quand il s'agissait de gens pauvres, où on savait que de toute façon, ils n'allaient pas pouvoir vraiment payer les soins qu'ils allaient recevoir. On utilisait toujours la même méthode et on les mettait très très rapidement sous respirateur artificiel. Et elle a décrit aussi qu'on sautait vraiment les étapes. Donc elle a dit, là où normalement on donne d'abord un masque d'oxygène et on essaye de calmer la personne et tout ça, elle disait, là c'était quasi direct, respirateur, on gonfle les poumons, on y va quoi. Et elle dit, les gens n'ont pas supporté ça, les poumons étaient vraiment... comment on dit ça, violenté quoi, en quelque sorte. Et donc, oui. Autre chose qu'elle a dit aussi, ce qui l'a frappé aussi, c'est que l'équipe médicale n'était pas vraiment spécialisée. Elle s'est rendue compte que le personnel était, par exemple, il y avait une dentiste qui faisait partie de l'équipe. Il y avait beaucoup de médecins qui venaient à peine de terminer leurs études ou qui étaient encore des étudiants. Donc, point de vue expérience, pas grand-chose. Donc, elle avait vraiment l'impression que ces gens-là, ils essayaient un petit peu, ils essayaient. Et évidemment, ces gens-là aussi suivent plus facilement des ordres. Voilà, la majorité des personnes qui étaient dans ce cas-là, donc qui venaient chez eux, n'étaient pas forcément des gens âgés, mais plutôt des gens entre 40 et 50 ans. Point de vue test, elle s'est rendue compte qu'à peu près la moitié était positif, la moitié était négatif, mais ça ne jouait, ça n'avait aucune importance. Parce qu'ils traitaient tout le monde de la même façon. Alors, oui, donc par exemple, des gens qui venaient avec une thrombose, par exemple, elle était ventilée. Donc, si la personne avait des stress ou quoi, voilà, on faisait toujours la même chose.
Alors, à un moment donné, elle a rappelé encore une fois le fait que les gens qui travaillaient, donc le personnel, n'était pas forcément très protégé. Et puis les gens qui faisaient du nettoyage, bah, ils passaient d'une chambre à l'autre. Et ça l'a quand même étonné qu'il n'y avait pas plus de mesures de sécurité au niveau de la contagion. Et autre chose aussi, à un moment donné, elle explique que le test utilisé, c'était un test où le résultat, il fallait attendre entre 4 et 5 jours. Et qu'elle savait quand même que là où elle avait travaillé avant, en Floride, on utilisait un test où on avait un résultat après 45 minutes, mais ces tests-là, à New York, on ne les prenait pas. Et quand elle a demandé pourquoi, elle n'a pas vraiment eu une réponse satisfaisante. Et on disait, bah, c'est comme ça chez nous, on nous dit de faire comme ça, donc on le fait. Alors, l'histoire qui traverse un petit peu la vidéo, donc un exemple type, et je pense que c'est aussi parce que ça l'a fort marqué, c'est l'histoire d'un monsieur qui est venu donc à l'hôpital avec des problèmes respiratoires, manque d'oxygène, et ce monsieur, il avait 37 ans. Donc, elle a dit, il n'avait pas l'air vraiment très mal au point, il était juste... voilà, il manquait d'oxygène, il était dérangé à ce niveau-là, et elle a dit, normalement, avec un traitement normal, en lui fournissant un masque d'oxygène et en le laissant se reposer aussi et tout ça, elle pensait que ça aurait fait l'affaire. Mais il a tout de suite été aussi mis avec tous les gens qui positifs. Et elle a dit celui-là, par exemple aussi, il était négatif. Après plusieurs fois, toujours Covid non confirmé. Pourtant, il était traité comme confirmé. Alors, son état s'est détérioré. Donc, il était à un moment donné vraiment très mal en point. Et le médecin en question lui a dit que ben voilà, ils étaient obligés de le mettre dans le coma et le mettre vraiment sous respirateur artificiel. Et elle a dit elle était vraiment choquée par ça parce qu'elle dit elle voyait vraiment pas la raison pour le faire. Et elle explique également que dans tous ces cas-là, on mettait vraiment une médication exagérée. Donc, c'était une sédation complète. Et déjà avant, on les mettait sous tranquillisants, enfin, dans la vidéo, elle énumère tous les médicaments. Maintenant, je n'ai pas pris la peine de vraiment les traduire tous. Mais j'ai cru comprendre que c'était quand même quelque chose, le propofol, je crois, c'est le fameux médicament où on dit que Michael Jackson est mort de ça. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Il fait partie aussi de la liste et ce n'est qu'un de tout ça, un des médicaments. Alors, elle a vécu quelque chose de vraiment horrible. On a décidé, comme de toute façon dans ce cas-là, la famille n'était pas présente, donc il n'y avait personne qui pouvait vraiment prendre des décisions ou pouvait venir en aide de ce jeune homme. Il était tout seul, donc il pouvait pas, enfin comment dire, il était à la merci du personnel et des décisions qu'on allait prendre. Et le médecin en question a décidé donc de le mettre sous respirateur artificiel et il n'a pas survécu. Voilà. Et elle décrit aussi que quand il a entendu ce qu'ils allaient faire, il a eu tellement peur qu'il a carrément, comment on dit, fait caca dans sa culotte. Et elle a vécu cela, elle était terrifiée, elle a vu comment il était en panique, comme il était paniqué, il n'a pas compris ce qu'on allait faire avec lui, mais il n'arrivait pas à se défendre. Elle a essayé de sensibiliser le personnel et vraiment d'empêcher ce qui allait arriver. Et elle décrit une dispute entre, je pense que c'est une femme médecin et une collègue à elle, infirmière. Donc elles étaient à 3 et elle a dit pendant cette dispute où elle a dit ben, moi je veux intervenir. Je ne veux pas laisser faire cela. Pendant ce temps-là, il est décédé. Donc, elle a vraiment vécu ça lui a... Enfin, elle était fort
émue. Oui, alors elle décrit aussi avant qu'il y avait ce code DNR. Donc, je l'avais noté quelque part. Oh, do not resuscitate. Ça veut dire ne pas enfin, rien faire pour le remettre en vie. Je ne sais pas comment ça, s'il y a quelque chose comme ça en français, je ne connais pas. Dans ce domaine-là, je ne connais pas suffisamment le français, mais en tout cas en anglais, donc ça s'appelle DNR Order. Do not resuscitate. Donc, ils ont décidé au cas où il allait vraiment plonger, qu'il n'allait rien faire pour le ressortir de là et pour le réanimer. Donc, interdiction de le réanimer. Et ça, évidemment, elle a mis vraiment en question. Elle a essayé de lutter pour le gars. Elle a vraiment discuté. Elle s'est disputée avec la médecin. Et la femme médecin a dit, nous, on a reçu l'ordre de faire comme ça. Elle a prétendu d'avoir informé la famille, mais elle a dit qu'elle n'a jamais eu l'impression que ça avait été vraiment fait. Et alors, le fait aussi qu'il était vraiment conscient quand ils ont pris la décision et qu'il s'est rendu compte qu'ils allaient le faire. Elle pense qu'il a vraiment réalisé en ce moment-là qu'il allait être tué, en quelque sorte. C'est pour ça aussi sa réaction, donc, où il a pas pu se retenir physiquement. Voilà. Après, dans la vidéo, elle décrit aussi les discussions qu'il y a eu après. Elle a essayé donc de reprendre contact avec la médecin en question qui a dit oui, ok, c'est vrai que c'est malheureux, voilà, mais il y a des ordres et tout ça. Donc, elle a dit c'est vraiment... et après, elle explique que cette pratique-là a été utilisée systématiquement. Donc, ce patient-là n'est qu'un exemple. Alors, à un moment donné aussi, on voit qu'elle est vraiment très émue par rapport au fait qu'elle avait l'impression qu'il y avait parmi un certain nombre du personnel de plus en plus un manque de compassion et un manque de capacité de voir la réalité, donc un manque de sensibilité, une froideur qui s'est installée, et elle avait, pendant tout ce temps-là, elle avait peur que ça lui arrive aussi, tellement qu'elle était traumatisée par la manière dont on traitait les patients. Donc elle dit à un moment donné, elle avait peur qu'elle allait accepter une sorte de nouvelle normalité, petit à petit. Ah oui, alors elle a aussi expliqué que quand on l'a intubé, ce monsieur-là, il a attrapé une pneumonie, quelque chose qu'il n'avait pas avant. Donc, il y a eu une infection bactérielle suite à ce traitement. Et voilà, donc elle dit le résultat de tout ça, c'était la mort de ce monsieur. Voilà, alors le pire, c'est la femme médecin qui a pris la décision d'agir comme ça, était cardiologue. Oui, ça aussi c'est vraiment... voilà. Alors elle dit clairement que c'était un meurtre, et pas le seul. Bon, dans l'interview, elle revient souvent en arrière, alors elle redit les choses avec les médications, avec les... voilà, elle dit quelqu'un qui subit cela, après quelque temps, il est plus capable de vivre normalement, le cerveau ne tient pas le coup, et voilà, c'est vraiment... ça n'a plus aucun rapport avec la réalité. Alors, oui, elle explique donc que c'est vraiment quelque chose qu'ils ont fait constamment. Et elle décrit comment ça se passe, donc que ces appareils-là, c'est ventilators, donc les respirateurs artificiels. Si j'ai bien compris, il y a différentes sortes. Ils ont tout de suite pris les plus forts, ils ont tout de suite fait la totale. Donc ils ont utilisé cette méthode très invasive que normalement
on fait quand rien ne va plus. Donc elle a dit on a toujours sauté plein d'étapes et que c'était vraiment pas comme ça qu'elle a appris. Et elle décrit aussi le fait que dans le personnel, donc même dans les médecins, comme il y avait des étudiants ou ceux qui avaient à peine terminé leurs études, étaient vraiment n'étaient pas aptes à faire face à des situations comme ça. Donc, et en même temps, ils étaient des proies faciles pour exécuter des ordres. Et elle n'a jamais compris d'où venaient vraiment ces ordres. Elle dit que ça a dû venir de vraiment très haut. En tout cas, vraiment, elle a dit, on aurait dit que les ordres viennent, oui, d'un endroit où on ne peut pas vraiment trouver qui c'est en fait. Voilà, ça c'est à peu près jusque là que je suis arrivée. Donc on voit qu'il y a des choses qui se répètent évidemment. Donc je vais voir pour la deuxième partie du vidéo, que je vais donc essayer aussi de traduire comme je peux. J'espère que j'ai pu vous aider. Ça m'a rappelé une autre vidéo. Peut-être que si je trouve le link, je vais aussi la mettre en dessous de cette vidéo-ci, que je vais maintenant publier sur YouTube. C'est un récit très similaire aussi à un jeune médecin qui a fait un peu comme cette jeune infirmière qui a aussi filmé en cachette et qui décrit justement le fait, oui, qui décrit ces appareils qu'on a utilisés et où il dit aussi que c'était vraiment des appareils trop forts, que ça ne faisait aucun sens de les utiliser pour la plupart des gens et qui pensait aussi que c'était des meurtres systématiques. Ah oui, et ce que j'ai oublié, ce qui est très important, c'est que pour chaque patient considéré comme patient Covid confirmé, il touchait 29 000 $. Et en utilisant ces respirateurs, je pense que c'était encore une somme supérieure, si je me souviens bien. Donc voilà, j'espère que j'ai pu un petit peu vous aider. Je vais faire la deuxième partie aussi, mais je pense que le récit jusque maintenant, il en dit déjà assez. Et c'est voilà, quand on voit que au moins 50% qui sont pas, qui sont vraiment pas confirmés Covid, qui sont considérés comme Covid, on voit déjà qu'au moins on peut retrancher au moins la moitié de ce chiffre qu'on a publié pour New York et les alentours. Voilà, c'est assez effrayant, mais ça c'est mon petit grain de sel que j'ajoute. Voilà. À très bientôt pour la deuxième partie alors.